Vous écoutez Arte Radio. Été 1969, East Harlem, New York, États-Unis. C'est le quartier où se passe le film West Side Story. Vous voyez peut-être ? C'est un ghetto urbain. Des immeubles en briques délabrés, des terrains vagues où s'entassent des déchets et des carcasses de voitures. Les rats courent dans les rues, s'attaquent aux poubelles qui fermentent au soleil. Sur les perrons vétustes des immeubles, des gens sont assis, des enfants jouent, les appartements sont souvent insalubres et surpeuplés. La vie se passe dehors. Et parfois, on gagne. Des récits de lutte victorieuse d'hier et d'aujourd'hui Qui nous apprennent à résister. Un podcast de Victoire Tuaillon avec Bertrand Guillot et Claire Richard. Réalisé par Arnaud Forest. Tous les mois sur Arte Radio. Et aujourd'hui, comment soigner son ghetto par le feu. Au coin de la rue, un petit groupe de jeunes gens hésite. Ils ont entre 16 et 20 ans, ils se sont rencontrés il y a quelques mois. Ils s'appellent Felipe Luciano, Juan González, Pablo Guzmán, Mickey Melendez, pour l'instant que des jeunes garçons. Ils viennent de créer un groupe politique, les Young Lords, du nom d'un gang de Chicago. Et ils s'apprêtent à lancer leur toute première action. Pendant qu'ils se donnent du courage avant d'y aller, je vais vous raconter qui ils sont. Leurs familles viennent de Porto Rico, cette petite île des Caraïbes entre la République dominicaine et la Guadeloupe, colonisée par l'Espagne au XVe siècle, passée sous la domination américaine à la fin du XIXe. Ils sont états-uniens, mais ont grandi entre ces deux mondes. D'un côté, l'île familiale où ils passent les vacances, de l'autre, les États-Unis, où ils grandissent dans le racisme et la pauvreté pendant les années 60, c'est-à-dire en plein mouvement pour les droits civiques des Noirs. Ça veut dire qu'ils ont grandi dans une Amérique où l'esclavage n'existe plus, mais où la ségrégation raciale reste la règle. Par exemple, dans le sud du pays, il existe encore des fontaines à eau, des écoles ou des places de bus réservées pour les Blancs. Nos Young Lords écoutent les discours de Martin Luther King ou ceux de Bobby Seale, le fondateur des Black Panthers. We went to the Capitol, we were there to deliver a message based upon our understanding of what racism is and how it's inflicted upon us in our communities here in America, and deliver this message to the world that we must arm ourselves. Les Young Lords sont les premiers de leur famille à aller à la fac. C'est là qu'ils se sont rencontrés. Quand cette histoire commence, ils vivent sur le campus ou chez leurs parents. Ces jeunes garçons ont vu la limite de la méthode non violente quand Martin Luther King a été assassiné. Et ils admirent les Black Panthers, qui, eux, assument de défendre les droits des Noirs, les armes à la main, si nécessaire. Mais attention, les Black Panthers n'étaient pas seulement des révolutionnaires en uniforme. Ils ont aussi mis en place un programme de changement concret pour les Afro-Américains pauvres. Des petits déjeuners gratuits pour les enfants, des soins de santé gratuits, de l'aide juridique, de l'éducation populaire. Leur devise, c'est « servir le peuple ». Et les jeunes Young Lords veulent faire pareil. Eux aussi veulent se battre contre le système raciste et capitaliste américain, pour l'indépendance de Porto Rico et pour le peuple. Et cet été 1969, ils se disent que pour servir le peuple, le mieux, c'est peut-être d'aller le voir et de lui demander directement ce qu'il veut. Sauf que ces jeunes intellos engagés sont assez différents de leurs aînés. Ils ont grandi à New York et font des fautes quand ils parlent espagnol, ils sont plus à l'aise pour écrire des dissertations que pour aborder des inconnus, mais ils se sont jurés de servir le peuple. Ils s'approchent d'un groupe d'hommes qui jouent au domino et ils leur demandent « Qu'est-ce qui est le plus important pour vous ? Qu'est-ce que vous voudriez vraiment voir changer ?» La réponse les prend de court. Ils pensaient qu'on leur parlerait de violence policière, de criminalité, du prix du logement, mais non. Les gens sont unanimes. L'urgence, c'est la basura, les poubelles. Toutes ces poubelles qui attirent les rats et qui propagent des maladies. Les jeunes révolutionnaires sont un peu surpris.
Ils ne s'attendaient pas à ce qu'on leur parle de choses si concrètes. Tout le monde le sait, à New York, le service de ramassage des ordures est inefficace. Dans l'Upper East Side, un quartier huppé juste à côté, les poubelles sont ramassées plusieurs fois par semaine. Elles ne débordent pas sur les trottoirs. Les poubelles, c'est à la fois un problème sanitaire et un symbole qui dit « vous êtes des citoyens de seconde zone ». Les jeunes Young Lords pensaient commencer par des choses plus flamboyantes pour des révolutionnaires. Mais ils se sont engagés à servir le peuple, et le peuple a été très clair. La basura. Alors le dimanche suivant, ils enfilent leurs treillis militaires et leurs bérets violets, comme ces Black Panthers qu'ils admirent, sauf que eux, sous le bras, ils n'ont pas de fusil, mais des balais. On avait choisi d'intervenir les dimanches parce que c'était un des rares jours où tout le monde était libre. Pablo Guzman, membre fondateur des Young Lords. Certains membres étaient furieux. On faisait des réunions, ils disaient « Je me suis pas lancé là-dedans pour cette merde, pour ramasser les poubelles. Je suis là pour défoncer les flics. » Pendant plusieurs dimanches, les jeunes militants balaient les rues en essayant d'engager la conversation avec les passants. Au début, ça ne marche pas très fort. Les gens accélèrent le pas ou se moquent d'eux. Mais un jour, l'un d'eux sort un drapeau de Porto Rico, et là, les gens s'arrêtent. En fait, on a commencé à dire aux gens mais regardez toutes ces ordures. Ils veulent nous faire croire que c'est de notre faute, qu'on est crade, qu'on préfère vivre dans la saleté. » Là, les gens qui nous écoutaient, ils ont commencé à comprendre, à se révolter. Ils ont dit « Ouais, c'est vrai. Pourquoi on vit dans ces conditions-là ?» Et en fait, il y avait tellement de gens qu'on n'avait pas assez de balais ou d'équipements. C'est là que Felipe a eu l'idée d'aller voir le service d'assainissement de la mairie et de lui demander du matériel. Et les employés nous ont dit « Mais vous voulez quoi, espèce de Spix? Foutez le camp. » Le terme Spix, c'est une injure raciste, un terme très insultant pour les personnes portoricaines. Alors l'un des Young Lords, le poète Felipe Luciano, saute par-dessus le comptoir et attrape tout simplement les balais et les sacs poubelles dont ils ont besoin. Vous voulez pas nous donner ce qu'il faut? Pas de problème, on va le prendre nous-mêmes. Action directe, réappropriation des moyens de production, fût-il des sacs poubelles, et un indéniable sens du style, voilà la stratégie des Lords. De retour dans les rues, ils appellent la mairie pour qu'elle envoie un camion ramasser les poubelles. Hors de question, il y a déjà un calendrier de ramassage. Alors, les Young Lords embarquent les sacs poubelles, les déversent au milieu d'une grande avenue, et ils y mettent le feu. La circulation est coupée, la police et les militants s'affrontent, des voitures abandonnées sont incendiées. Cet été-là, des actions similaires éclatent en ville. La mairie est tendue, mais la presse ravise, car le timing est parfait. Ces jeunes révolutionnaires parlent bien, et au milieu du mois d'août, d'habitude, les journalistes peinent à remplir leurs colonnes. Et puis on est en pleine campagne électorale pour la mairie de New York, ce qui pousse les deux candidats à réagir. Après des semaines de lutte, la mairie accepte finalement de faire passer des camions poubelles plus souvent. L'offensiva de basura, l'offensive des poubelles, est un triomphe. Les Young Lords ont gagné. Et au passage, ils ont appris une leçon importante pour la suite. Le timing est essentiel. Ils sont très jeunes et peu expérimentés, mais ont trouvé la stratégie qui marche. Partir des besoins réels et concrets de la population du quartier, faire de l'action directe, être relayé par les médias et donc trouver le bon moment politique. Alors pendant des années, il et elle appliquent cette méthode pour améliorer la vie quotidienne dans le ghetto de East Harlem. Je dis il et elle parce qu'après l'offensive des poubelles, des femmes les rejoignent, dont Denise Oliver. L'idée était que toute cette rhétorique radicale ne voulait rien dire tant qu'on ne pouvait pas très concrètement, physiquement, montrer à quoi ressemblait une politique radicale. Tu éduques une communauté au socialisme en disant que la santé devrait être gratuite et l'éducation meilleure et gratuite, qu'il faut ouvrir les facs à tout le monde. Tout ça, la nourriture, les vêtements, le logement. Et tu montres comment ça marche avec des distributions gratuites de vêtements, des programmes de santé gratuits, gratuits par-ci, gratuits par-là, des tests gratuits, absolument tout. L'idée, c'est
Montre-moi. Tu peux écrire tous les discours radicaux du monde. Ça ne servira à rien dans la communauté tant que tu n'auras pas fait tes preuves avec un programme concret. Les Young Lords récupèrent des vêtements dans les quartiers riches pour les redistribuer gratuitement au ghetto. Ils organisent des petits déjeuners gratuits pour que les enfants n'aillent plus à l'école le ventre vide. Cuisiner, servir à manger, récolter les dons alimentaires, ces tâches, les hommes et les femmes les font à égalité. Car le féminisme pratique, c'est aussi une priorité des Young Lords. Dans les familles portoricaines, la mère s'occupe des hommes. Les hommes mangent en premier et les sœurs sont dans la cuisine. Chez nous, la radicalisation des hommes passait par le programme de petits déjeuners gratuits. Car ce n'était pas que les femmes qui s'en occupaient, les mecs aussi. Ils devaient aller chercher les gamins, leur faire des œufs brouillés et des saucisses. Et ça, c'est radicalisant en soi. Les femmes du parti insistent sur l'égalité. Il y aura des femmes dans le service de sécurité et des hommes dans les équipes des petits déjeuners. Elles organisent un groupe de parole non mixte pour lutter contre le machisme des hommes et s'habituer à prendre la parole. Parce que la révolution, ça passe aussi par un travail sur soi. Tout comme les femmes doivent lutter contre la passivité qui leur a été inculquée, les opprimés doivent aussi apprendre à se débarrasser de leurs stéréotypes racistes intériorisés. Les Young Lords organisent donc des cours du soir sur l'histoire portoricaine, la pensée politique et la sociologie. Ils occupent même une église pendant 10 jours pour la transformer en Iglesia de la Gente, l'église du peuple. From the documentary El Pueblo se levanta, this is Pablo Yoruba Guzman addressing the crowd at the People's Church. It ain't just y'all in this church, you know, it ain't just East Harlem. Remember, we relate to an international struggle. What you do here today, and what you do after you leave this church, no matter what happens, whether we get busted, or whether we have to walk out, either way, it's still a victory. Ils organisent des distributions de repas, des crèches gratuites et des dépistages. Ça, on va y revenir. Et le soir, il y a des concerts ou des lectures de poésie portoricaine. Des célébrités passent de temps en temps, comme la journaliste féministe Gloria Steinem, le cinéaste Elia Kazan ou l'actrice Jane Fonda. Après 10 jours, l'église est évacuée, mais cette action les a fait connaître dans tout le pays. Comment continuer à servir le peuple après ces actions d'éclat ? Les Young Lords décident de se concentrer sur la santé. C'est une préoccupation essentielle pour les gens du quartier. Il y a urgence. Le ghetto souffre des maladies de la pauvreté, saturnisme, tuberculose, anémie. On est aux États-Unis, il n'y a pas de sécurité sociale comme en France, se soigner coûte très cher. S'intéresser à la santé, c'est donc aussi politique. C'est une façon de montrer comment les discriminations et les inégalités sont incorporées. Littéralement, le racisme marque les corps. Donc les Young Lords vont continuer leur activisme populaire pour réclamer le droit à la santé pour toutes et tous par l'action directe si nécessaire. Un des exemples les plus terribles des effets de la pauvreté et du racisme sur les corps, c'est le saturnisme. Cette intoxication au plomb touche alors près de 30 000 enfants, principalement noirs et latinos, qui vivent dans les quartiers pauvres de New York. En théorie, les peintures au plomb sont interdites. En pratique, elles sont encore partout sur les murs et les radiateurs. Les enfants mangent les écailles de peinture ou portent à la bouche leurs mains couvertes de poussière toxique, avec de graves conséquences. Troubles psychomoteurs, retard de développement intellectuel, accès d'agressivité. Mais à l'époque, les médecins et infirmières sont peu formés à identifier ces symptômes. Et il n'y a aucune campagne de dépistage systématique. Donc les Young Lords se lancent dans une grande action contre le saturnisme. Mais ça, ils vont pas pouvoir le faire seuls, ils auront besoin de médecins. Or, quand on est révolutionnaire, collaborer avec des médecins, c'est pas si simple. Souvent, les militants voient les médecins comme des bourgeois, plus proches de l'ennemi de classe que de l'allié potentiel. Les médecins, eux, refusent en général de partager leurs techniques ou leur savoir-faire, même les plus simples, comme des prises de sang. Mais une des grandes forces des Young Lords, c'est de toujours privilégier le pragmatisme à l'idéologie. Ils font alliance avec une bande de jeunes médecins motivés, certains encore étudiants. C'est un des enseignements de toutes les histoires que je vais vous raconter. Chaque combat victorieux se fait avec des alliés qu'on n'aurait pas imaginés au départ. Mais revenons à New York en 1969.
Les médecins formeront les militants à faire des dépistages et les militants permettront aux médecins d'accéder à la communauté. 2 par 2, ils feront du porte-à-porte pour tester les enfants et sensibiliser la population. Il leur faut donc des tests de dépistage stockés à la mairie. Une trentaine de Young Lords s'y rend avec des étudiants en médecine. Et là, ils s'assoient devant le bureau des responsables de santé. C'est un sit-in, une occupation pacifique de l'espace, pour exiger qu'on leur remette ces fameux kits que leurs camarades médecins leur apprendront à utiliser. Ce qui est intéressant, c'est que, là encore, le rôle des médias est essentiel. L'action est suivie de près par le journal The Village Voice, qui dénonce l'inaction de la mairie. Et ça marche. Les propriétaires sont obligés de recouvrir les peintures au plomb qui existeraient encore, et un bureau de contrôle du saturnisme est créé. L'action des Young Lords a de nouveau été décisive. Juan González, membre fondateur des Young Lords. Suite au dépistage du saturnisme, nous avons lancé une série de programmes de santé préventifs sur l'anémie, la tuberculose, et nous appliquions la même méthode. Aller sur le terrain, identifier le problème, faire un scandale et forcer les autorités à réagir. Nos actions autour de la santé sont devenues une partie très importante de notre travail. Les Young Lords détourneront aussi un camion de radiologie pour faire des dépistages de la tuberculose. Ils occuperont même un hôpital une journée pour attirer l'attention sur les conditions de soins terribles des populations du ghetto. Pendant 3 ans, le bureau des Young Lords, installé au cœur de East Harlem, est ouvert à tous les habitants, qui en poussent régulièrement la porte. Les Young Lords sillonnent le quartier pour vendre leur journal, mais surtout pour discuter avec les jeunes, les parents, les grands-mères. Ils font aussi de l'aide aux devoirs, organisent des groupes de défense des habitants, par exemple pour ceux qui n'arrivent pas à payer leurs factures ou qui ont besoin d'une aide à la traduction pour échanger avec les services sociaux. Denise Oliver. Comme on était au rez-de-chaussée, que l'on donnait directement sur la rue, les gens du quartier pouvaient passer à toute heure. Ils n'avaient qu'à pousser la porte. Toute la journée, les gens défilaient en disant « J'ai un problème, mon immeuble n'a pas de chauffage. Qu'est-ce que vous pouvez faire, Young Lords, pour mon chauffage ?» Ou bien « J'ai un problème, ma fille doit aller à l'hôpital et elle ne parle pas anglais. Est-ce que quelqu'un peut l'accompagner et interpréter ce qu'elle dit pour le docteur ?» Ou encore « Mon Dieu, mon chèque arrive aujourd'hui. Il faut que quelqu'un m'accompagne pour l'encaisser, sinon je vais me le faire voler. Envoyez-moi 2 jeunes hommes bien costauds. » Nous étions devenus une présence physique dans la communauté qui aidait les gens à se sentir en sécurité. Mais à partir de 1972, le mouvement se fracture. Ils ne sont pas d'accord sur les priorités. Certains veulent rester ancrés dans le quartier, d'autres se battre pour l'indépendance de Porto Rico. Le comité central vote finalement pour s'installer à Porto Rico, et là, c'est le début de la fin. En perdant leur ancrage local, les Young Lords perdent leur force et leur légitimité, et dégénèrent dans une forme de sectarisme. Ils deviennent les doctrinaires qu'ils s'étaient jurés de ne jamais être. Un à un, les membres historiques sont exclus ou démissionnent, et les Young Lords cessent officiellement d'exister en 1976. C'est triste, ouais, mais tout ce qu'ils ont fait avant, personne ne leur enlèvera. C'est ce que dit Denise Oliver. I think that what's really more key than anything else. Pour moi, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un groupe de gens d'environ 17 ans, les plus vieux d'entre nous avaient 20 ans, ait pu faire autant de choses. Et je le dis à mes étudiants qui se plaignent en disant « Mais on ne sait pas quoi faire ». Je leur réponds « On n'avait pas de téléphone, on n'avait pas Internet, on n'avait pas les textos, on n'avait pas d'iPhone. Nous, on n'avait que des Ronéos. » Alors ils me disent « Mais c'est quoi des Ronéos ?» Je leur explique comment on imprimait nos affiches, on collait, on coupait, on faisait tout à la main. On n'avait pas d'ordinateur. Mais je leur dis aussi, honnêtement, les 3/4 du temps, on n'avait pas la moindre idée de ce qu'on faisait. On inventait sur le tas. On n'était pas des doctrinaires. Parfois on improvisait et ça marchait. Parce qu'on avait du cœur. Et je crois que c'est quelque chose dont on peut être fier. Et parfois, on gagne. Après
Après 30 ans d'oubli, la mémoire des Young Lords refait surface. Claire Richard leur a consacré un livre, Histoire des Young Lords, les Black Panthers latinos, aux éditions L'Échappée. Elle a découvert ensuite que ces luttes pour la santé, pour faire de la médecine autrement, existent aussi ailleurs dans le monde. Elle va nous en parler. Oui, parce que, vous verrez, à la fin de chaque épisode de Et parfois on gagne, j'irai poser des questions à un ou une spécialiste qui nous expliquera comment ces luttes que je viens de raconter résonnent encore aujourd'hui. Salut Claire Richard. Est-ce qu'en quelques mots, tu peux nous expliquer ce que c'est que la santé communautaire ? C'est ça qu'ont fait les Young Lords ? Oui, tout à fait. On peut considérer que ce qu'ont fait les Young Lords, c'est de la santé communautaire, même si je pense pas qu'ils utilisaient nécessairement le terme. À l'époque, c'était plus, on allait plus parler d'activisme en santé ou de health activism. Des choses qui se développent dans les années 60, même si on peut y trouver des précurseurs un peu avant, et que les groupes militants comme les Black Panthers et les Young Lords sont vraiment précurseurs là-dedans, notamment les Black Panthers. Mais les féministes aussi, non ? En fait, de faire son auto-examen gynéco, par exemple, de dire qu'on n'a plus envie d'être soumise au pouvoir des médecins, des gynécos, de tous ceux qui s'arrogent en fait aussi un pouvoir et parfois maltraitent le corps des femmes. Ça aussi, c'est de la santé communautaire. Oui, c'est tout à fait de la santé communautaire. C'est vraiment ces principes-là. Et en gros, l'idée centrale, c'est que c'est des approches de soins qui partent des besoins des personnes concernées, telles que ces personnes concernées les expriment, et même si ça va à l'encontre des recommandations médicales, parce que on part du principe que en fait, ça n'est efficace. Une approche en santé, en fait, elle n'est efficace et juste que si elle répond à des besoins réels tels que les gens les expriment. Ensuite, il y a une autre... Par exemple, pardon, je te coupe, mais par exemple, qu'est-ce qui peut être contradictoire avec une approche, les recommandations médicales ? Un bon exemple, c'est ce qu'on appelle la réduction des risques. Donc, c'est toutes les initiatives qui accompagnent les personnes qui ont des consommations de drogue, par exemple. Donc là, très clairement, la recommandation médicale, c'est plutôt de ne pas prendre du crack. Mais l'approche de RDR ou de santé communautaire, en fait... RDR, c'est-à-dire réduction des risques, ouais. Ouais, tout à fait, de réduction des risques. Ça va être de dire, oui, mais en fait, c'est une réalité. Ces personnes consomment. Ces personnes, par ailleurs, ont des besoins en tant que consommateurs de crack. Donc, par exemple, ça va être d'avoir des seringues propres, d'avoir un endroit où se reposer. Et après, l'idée derrière ça, c'est qu'en accompagnant ces consommations-là, en répondant à ces besoins, donc typiquement en faisant de la distribution de matériel stérile, en organisant voire des salles de shoot où les personnes peuvent s'injecter dans des bonnes conditions, c'est que d'une part, en fait, ça a un effet en santé puisqu'on va limiter les contaminations qui passent par les seringues usagées, partagées, etc. Et puis peut-être de là, on peut répondre à d'autres besoins de ces personnes, d'accès aux droits, d'accès au logement et entamer un accompagnement social plus classique. Dans la santé communautaire, il y a une autre idée vraiment importante et qu'on voit un peu dans les initiatives des Young Lords, dans la façon dont ils travaillent avec des médecins militants, c'est que en fait, on va remettre en question la hiérarchie classique entre le médecin et les patients, voire les autres professions médicales, qui est une pyramide au sommet de laquelle trône le médecin dans la conception très classique. Et là, l'idée, c'est de dire, en fait, oui, il y a le médecin, mais il y a aussi tout autour tout un tas de professionnels du soin, parce que le soin, c'est toutes ces personnes, et y compris les patients et les patientes. C'est-à-dire que ces personnes-là, elles ont aussi un savoir très réel, très concret, sur leur maladie, sur ce qui fonctionne, sur ce qui ne fonctionne pas, et qu'on va prendre ça en compte. Derrière tout ça, et ça c'est le dernier élément qui est vraiment important, c'est cette idée que la santé est politique, que c'est pas juste une question biologique, c'est pas l'état biologique du corps, c'est aussi une question politique et de justice sociale du coup, parce que les inégalités sociales, les systèmes de domination d'inégalités, elles s'incarnent vraiment littéralement dans les corps, et qu'on n'a pas la même santé selon sa classe sociale, selon son genre, sa race, etc., sa position dans l'échiquier social. Donc c'est ça qui génère ce qu'on appelle les inégalités sociales de santé, le fait qu'on n'a pas la même espérance de vie si on est ouvrier ou cadre, qu'on n'a pas le même état, par exemple, dentaire chez les enfants d'ouvriers, de cadres, etc., parce que vraiment, ce dont il est question, c'est de qualité de vie. Et d'ailleurs, ce terme, qui peut sembler très technocratique, en fait, c'est combien d'années de vie en bonne santé, combien d'années dans lesquelles on peut passer du temps avec sa famille, ses amis, etc. Et donc, sans souffrir aussi. Sans souffrir, c'est quelle vieillesse on a, etc. Et donc, c'était aussi à ça que répond la santé communautaire en déployant des pratiques de soins qui ne se limitent pas aux actes médicaux. Est-ce que tu peux raconter quelques exemples de ce qu'est la santé communautaire aujourd'hui ? À quoi ça ressemble ? Alors en France, la santé communautaire, elle prend plein de formes. Ça peut être des collectifs qui s'organisent, ça peut être aussi des associations, par exemple je pense à Aide, qui lutte contre l'accompagnement des patients avec VIH et qui a beaucoup de travailleurs pairs, c'est-à-dire de personnes qui vivent avec le VIH ou qui sont en situation de migration, etc., qui travaillent dans les équipes. Donc ça, c'est aussi des approches en santé communautaire. Mais on peut aussi trouver, par exemple, des centres de santé communautaire en France. Donc là, en fait, c'est des centres de soins, comme on peut en avoir, comme des maisons en santé, en fait, comme il y en a un peu partout, avec
la différence que c'est des centres qui vont mettre au cœur de leur pratique la question de la participation en santé, mais surtout la lutte contre les inégalités sociales en santé. Donc, dans ces centres, on va trouver une assistante sociale, on va trouver des ergothérapeutes, des kinés, des ateliers qui vont être autour de plein de choses, de la parole, de massage. J'avais visité un centre de santé communautaire à Échirolles, à côté de Grenoble, où ils avaient un atelier de défouloir. Et vraiment, l'idée, c'était de se lâcher un bon coup. Parfois en cassant de la vaisselle, parfois en jetant de la peinture et tout. Et donc, voilà, et autour de ça, il y a cette idée que on ne peut pas soigner si on s'adresse que au corps d'une personne. Merci beaucoup, Claire. Avec grand plaisir. On vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Et parfois on gagne. En attendant, nous sommes curieux et curieuses d'entendre vos impressions, vos remarques, voire vos suggestions d'histoire. Vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux ou à l'adresse etparfoisongagne@artefrance.fr. Faites donc circuler ces épisodes à vos amis désenchantés pour leur rappeler que, parfois, on gagne. À suivre sur Arte Radio.